time! Five rounds for the undisputed UFC Et salut tout le monde, c'est Nico. Soyez les bienvenus dans MMA Club spécial Dieu de la guerre. On est à l'UFC avec quelqu'un dont l'ascension sportive est certainement l'une des plus rapides mais solides de l'élite des sports de combat modernes. Avant ça, il a passé 5 ans dans les forces spéciales, il a connu la guerre très jeune, d'où son surnom God of War. En 2019, c'est 5 combats, 4 victoires par soumission et 1 no contest. Ensuite, il enchaîne avec 4 victoires jusqu'à ce premier combat à l'UFC. Et quel combat! Pour ceux qui l'ont pas deviné, c'est monsieur Benoît Saint-Denis. Salut Benoît, comment tu vas? Salut Nico, super content d'être avec toi sur le Média MMA Club et C'est cool. toujours plaisir de parler avec des passionnés du sport et des gens qui nous font vivre notre sport mais via la parole nous on essaye de le faire vivre dans la cage via les coups de poing. Ouais, j'avoue. Ça envoie des parpaings. Sois le bienvenu dans MMA Club. Voilà, tout petit média, mais vraiment très très heureux de te recevoir. Franchement, c'est le feu. C'est le feu à l'intérieur. Je te promets. Alors, la petite interview, c'est en 3 parties. Il y a une partie vie perso assez brève. Après, on parle de MMA. Et après, on se détend. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, écoute, impeccable. Tranquille. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, tout petit, quand tu étais enfant, t'étais quel genre d'enfant? Je dirais, j'aimais déjà bien les oppositions, la compétition. Ok. Mon père m'a mis au judo assez jeune, à 8 ans. Mais avant ça, j'étais sportif quand même. J'ai toujours aimé le sport. Et j'étais un peu silencieux, teigneux. J'étais teigneux. Voilà. Ok. J'étais le gamin un peu pas dans son coin complètement, mais un petit peu silencieux, teigneux. Voilà, teigne un peu. Ah ouais, ok. Fallait te donner des occupations. Voilà, exactement. Ok. Et en grandissant, est-ce que petit à petit, quand tu t'es construit, est-ce que tu pensais arriver là où tu en es aujourd'hui? Euh, alors, ça dépend de quoi on parle, mais moi, en fait, j'ai jamais eu en fait vraiment un métier ferme en tête. Ouais. En fait, j'ai toujours suivi mes idéaux et ma philosophie, c'est-à-dire que dès l'âge de 14, 15, 16 ans, en fait, j'ai toujours vécu via mes rêves et je vis mes rêves, en fait, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire que moi, je rêvais quand j'étais gamin, via les livres de chevaliers. Après, ça a été les livres, les autobiographies de gars qui ont fait la Seconde Guerre mondiale, enfin, des mecs qui ont eu des vies un peu particulières, des vies de guerriers. Et Ouais, des moi, ça leaders m'a aussi. plu. Ouais, qui m'ont donné envie qui m'ont fait vivre une aventure, qui m'ont fait rêver via des bouquins ou via des films, Ok. ce genre de personnage, quoi. Et, Ok. en fait, moi, je me suis retrouvé à mettre ça un peu en perspective via les forces spéciales. Donc, dès l'âge de 16 ans, je me suis dit, tiens, moi, je vais faire force spéciale, parce que pour moi, c'était un peu ça rejoignait un peu cette philosophie, le guerrier qui sait un peu tout faire, Ouais. qui se débrouille dans toutes les situations qui va travailler en équipe pour pouvoir pour pouvoir réaliser des missions ultra prestigieuses comme des libérations d'otages, Ok. comme des missions coup de poing, des captures de personnalités à valeur ajoutée, qui est capable aussi, par exemple, de faire des missions comme la garde présidentielle, etc., des missions assez prestigieuses. Ouais. Et en fait, du coup, ça m'a donné envie. Et dès l'âge de 16 ans, en fait, j'ai commencé à faire un peu de prépa physique dans mon coin, Mhm. un peu en mode teigneux, taiseux. Et à l'âge de 18 ans, je me suis engagé dans l'armée. Bien sûr, entre guillemets, j'ai eu aussi une bonne image de l'armée via mon père qui était militaire.
D'accord. Mais qui n'était pas dans cette branche-là, mais qui m'a d'ailleurs pas, qui m'a encouragé à faire ce que je voulais faire et pas forcément suivre exactement ses pas. Donc ça, je le remercie parce que C'est important. euh, on peut, voilà, il m'a encouragé à suivre mes rêves et moi j'ai poussé et puis bon voilà, donc j'ai poussé les portes du premier PMA. J'ai fait 5 ans en tant que, enfin donc sur 5 ans, il y a 1 an et demi de formation, donc 3 ans et demi en tant qu'opérateur SaaS. Et Ouais. donc, en tant que membre des forces spéciales, j'ai fait quelques missions. Et à l'issue, en fait, enfin, pas à l'issue, mais au bout de 3 ans de travail au sein des forces spéciales, j'ai redécouvert une passion pour les sports de combat via le jiu-jitsu brésilien à Bayonne. Ouais. Et voilà, l'aventure après, elle a commencé comme ça. En fait, j'adorais mon métier dans les FS, mais il y avait Ok. quand même la contrainte d'être commandé. Ah ouais, ok. Même si des fois, tu as des bons chefs, tu as des mauvais chefs, il y a de tout. Hein. Mais en fait, je me suis retrouvé à avoir une autonomie d'action. Je me suis dit, putain, sportif de haut niveau, quand même, tu as une sacrée autonomie. Je me dis, là, je peux vivre un peu ma vie de bagarreur, entre guillemets, Ah ouais. Ok. à mon rythme, avec l'entourage dont j'ai envie. Et puis après, il y a eu d'autres paramètres comme la différence que j'ai pu voir entre les forces spéciales françaises et les forces spéciales étrangères. Pas au Ouais. niveau des soldats, qui est très bon en France. Hein. Les forces spéciales françaises font du très bon boulot. Le niveau est très relevé. Mais au niveau de la stabilité familiale, la stabilité financière, un force spéciale en France, il gagne pas plus que n'importe quel autre soldat. En fait, il n'y a pas de D'accord. prime En fait, en France, c'est encore un système qui date de Napoléon. C'est-à-dire que tu es payé en fonction de ton grade. C'est-à-dire que Hmm. le mec qui est boulanger sous-officier, il gagne plus d'argent que le mec Ouais, sur le qui est force terrain. spéciale, caporal-chef, caporal Ouais. ou peu importe. Quoi. Et ça, bon, ça faisait partie des choses que je trouvais un petit peu bizarres. Et même si, en fait, j'ai jamais fait mes passions pour l'argent, hein, parce que clairement, après, quand tu arrêtes l'armée et être payé tous les mois avec une solde correcte pour faire un combat à 400 euros en Suisse, et au début, tu le fais par passion, hein, tu le fais pas pour Hmm. l'argent. Mais Ouais. après, quand je me suis lancé dans cette aventure à fond du MMA, je savais que intérieur, intérieurement, je savais que j'allais gagner ma vie avec, quoi. Hein. Je savais, en fait, l'excellence, on m'a toujours appris, l'excellence paye toujours. Et je me suis dit, bah, je vais travailler dur pour pouvoir être excellent. Et si je suis excellent, ça va payer. Ouais. Et voilà, bah, c'est arrivé. J'avais fait un pari, d'ailleurs, c'est rigolo. J'avais fait un pari avec un ami que j'ai perdu. J'étais un peu présomptueux en me lançant dans cette aventure. Je me rendais pas compte de tous les paramètres qu'il y a autour du MMA. Et puis, il y a eu le Covid aussi qui a ralenti un peu Mhm. mon ascension. Tu en parlais. J'ai combattu 5 fois en 11 mois ou 6 fois en 11 mois, je sais plus, Ouais. la première année. Ouais, Et 5 fois. après, je me suis retrouvé à avoir moins de combats parce qu'avec le Covid, il y a eu beaucoup de moins de Brave organisés. J'ai eu quand même la chance de combattre parce que le Brave faisait quand même des combats malgré le Covid, ce que certaines organisations ne proposaient pas. Hmm. Mais voilà, j'avais parié avec un copain, putain, en 2 ans, je serai à l'UFC. Je serai en gros, je devais être à l'UFC en juin 2021 Ouais. et je suis arrivé à l'UFC en octobre 2021, du coup. Ah, c'est incroyable. Donc 2 mois, 2 ans et 6 mois, je crois, ou 7 mois, un Ouais. truc comme ça. Ah, c'est Et incroyable. voilà, et donc du coup, bah, quelque part, j'ai réussi une première étape. Après, voilà, l'UFC, c'est l'excellence. Donc, il y a beaucoup d'opposition. Donc, faut faire sa place maintenant. Et voilà, bah, Ouais. on a une échéance là très prochainement. On travaille dur avec mon équipe et avec mes coachs notamment mon coach Daniel, pour aller chercher une belle victoire le 4 juin à Vegas. Ok. Pour rester un petit peu dans le thème, on va dire, euh, comment ça s'est fait ton passage dans le civil après 5 années passées avec des frères d'armes, avec les aventures que tu avais l'air de citer au tout début? Tu sais, souvent on dit que les militaires, c'est un peu une galère de revenir dans le civil, entre guillemets. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Bah, moi, en fait, je me suis un peu isolé, hein, dans le sens où, oui, c'est vrai que c'est un peu particulier. Hein. Moi, j'en connais beaucoup qui ont galéré. Certains qui ont réussi, mais qui ont passé des moments difficiles avant de réussir. Par exemple, euh, Alex
s'appelle Alex French SAS sur Instagram, qui a sa société de sécurité privée qui s'appelle Chiron. Chiron Solutions, avec qui je travaille encore régulièrement pour garder J'ai vu un ça. pied dans le milieu. Voilà, lui maintenant, il réussit bien, sa boîte marche bien, mais oui, les 2, 3, 4 premières années ont été très difficiles. Parce que en fait, si on te demande quelles sont tes compétences et que tu te dis, si pour un THP, tu dis, c'est taper un mec à 2 km, descendre d'un hélico ou faire de la chute libre et faire de la plongée, etc., etc. En fait, c'est un peu vague et c'est un peu, c'est pas des choses qui existent vraiment dans le civil, ou alors il faut Ouais, vraiment aller dans une spécialité bien précise et pousser dedans. Et du coup, ouais, ça peut être compliqué. ouais, Ça peut être compliqué. Même si aux États-Unis, en général, les FS, c'est pas très compliqué pour eux la reconversion, étant donné la prolifération du marché militaire là-bas, marché des armes, etc. En France, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, il faut se battre. Alors moi, le fait que je parte dans le civil et que j'ai tout de suite pris un appart à Paris tout seul, à 22 mètres carrés, parce que j'étais au chômage, hein. En fait, c'était aussi ça le défi que je m'étais donné avec l'UFC. Je me suis dit, j'ai 2 ans de chômage, j'ai 2 ans pour aller à l'UFC. Au bout d'1 an, en fait, déjà, j'ai vu qu'avec le bref, je commençais à avoir des petits revenus financiers, entre guillemets, des ouais, trucs qui ressemblent un peu à ce que je touchais en chômage. ouais, Donc, je me suis dit, en fait, ça me laisse un peu plus de délai. Mais oui, au début, quand tu te rends pas compte de qui donne quoi, tu te fixes des objectifs à moyen, long terme, etc., ouais. etc. Après, bien sûr, c'était un peu présomptueux. Quand je suis rentré dans le milieu, j'ai compris que je savais qu'il fallait de toute manière gagner beaucoup de combats, hein, pour y arriver. Et en Mm. fait, là, aujourd'hui, je vois beaucoup de combattants qui se dispersent via les médias, via la communication, via beaucoup d'activités. Mais pour rentrer à l'UFC, en fait, il n'y a pas vraiment de secret. Il faut gagner des combats. Il faut taper des mecs à un moment donné qui sont bien rankés pour pouvoir monter. Mm. Moi, je pense qu'un combat qui m'a donné beaucoup de visibilité, c'est la victoire contre Juan Santiago. Quand Mhm. tu fais un main event au Brave pour la place de contender numéro 1, et après, il y avait le champion un peu qui me fuyait, Eldar Eldarov, pour ses raisons à lui, mais voilà, donc ça commence à faire un peu de bruit, pas Ouais, forcément dans le milieu du grand public, mais dans le milieu des spécialistes, et notamment dans les matchmakers de l'UFC, et les mecs qui regardent, ah putain, il a fini Luan Santiago au 2e round, ce mec-là, il est classé 115 mondial, ah bah putain, en fait, il est pas mal ce gars, hop, et si tu enchaînes une victoire derrière encore rapidement, en fait, oui, l'UFC peut t'intéresser. Et ouais, ce style de finisher aussi, le fait d'avoir fini tous mes combats, sauf ma défaite à la décision, le fait d'avoir fini tous les combats, et ça m'a donné un boost, je pense, au ouais. tremplin UFC, parce que l'UFC aime les finisseurs. Ah, ça y fait beaucoup, ouais. Ouais. Et une dernière question par rapport à ce sujet. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent de ton ancienne vie de militaire, justement, de cette vie-là? Non, non, si, enfin, je suis Prends ton temps. un peu brouillon, mais en fait, si, il y a des choses qui me manquent, mais le, le droit d'avoir goût et de prendre goût à ces choses-là, euh, c'est un passe-droit très cher et que je mérite plus aujourd'hui parce que je suis plus dedans et c'est un peu comme quand un combattant commence une carrière pro et il parle de l'UFC, tu c'est pas du jour au lendemain que tu deviens force spéciale et donc Ouais, j'ai beaucoup aimé mon temps là-bas et les missions que j'ai eues, les responsabilités que j'ai eues, le temps que j'y ai passé. Et j'ai un grand respect surtout, oui, comme tu parles de frères, c'est vrai que j'ai beaucoup de très bons copains de là-bas parce que passer des mois avec les mêmes gars dans des milieux hostiles, ça forge des liens. Et ouais, donc, c'est une fierté, en fait, tout simplement, c'est une fierté. Et oui, l'opérationnel me manque, mais tout ce qui était autour de l'opérationnel euh, me manque pas. Et je suis ok, pleinement épanoui dans ce que je fais. Donc, en fait, ça serait injuste de dire en fait, c'est comme
vouloir, je me rappelle plus l'expression avec la crémière, là, tu dois la connaître. Ouais, ou c'est En comme fait, peut-être une ex ou un truc, genre c'était cool, mais voilà, ouais, c'est fait, c'est fini, quoi. ouais, en fait, tu peux pas tout avoir. Voilà, tu peux pas tout Ouais. avoir. Ah, Et le donc, beurre, la crémière et la... Ouais, c'est ça. Ok, bon. Je l'ai pas dans l'ordre ouais. non plus, mais Mais ouais, je comprends. enfin, on s'est Je comprends. compris. Ouais. Et en fait, voilà, donc non, il y a des choses qui me manquent, bien sûr, mais le prix à payer pour accéder à ces choses-là, c'est qu'aujourd'hui, je suis pleinement occupé par ma fonction de combattant à temps plein et je suis heureux et épanoui dans ce que je fais. Ouais, bah c'est cool. Ça fait plaisir à entendre. Eh ben maintenant, on va parler de MMA. Si t'es ok, on y va? Parti. C'est bon? Allez, c'est parti. Ma première question, c'est la plus importante de toutes. Non, je déconne, hein. Qui a gagné le sparring entre toi et Kobalade? Avec Kobalade, on a fait une photo ensemble. Ouais. J'avais déjà écouté quelques sons à lui. C'est un mec qui marche bien hein, dans la musique. Ouais. Il a beaucoup de succès et il venait s'entraîner régulièrement en fait avec son équipe au Venom. Je sais pas si c'est toujours le cas Mhm. parce qu'en fait il avait un partenariat avec Venom, avec Ouais. la marque Venom, parce que le patron de Venom, Franck, avait commencé à mettre en place euh, des gros budgets autour du streetwear pour développer aussi son côté streetwear Ouais. Venom, voilà, pour un peu continuer à développer la marque. Et du coup, bah, il a bossé avec Kobalade en tant que pas influenceur, mais en Ouais, tant ambassadeur. qu'effigie, ouais, en tant qu'ambassadeur ou Mm. effigie de la marque. Et bah, il aime bien les sports de combat, donc il venait, il courait régulièrement, et puis euh, il m'a vu là-bas, et c'était rigolo parce que moi je le connaissais, j'avais entendu ses sons, hein, mais je le connaissais pas de visage. Visuellement. Et donc il est venu voir Daniel, Daniel lui a expliqué qui j'étais, et après on avait fait une photo à la fin d'un Ouais. entraînement, donc c'était rigolo quoi. Ouais. Ouais, je savais que c'était plus une histoire de photos que de sparring, mais c'était pour le clin d'œil. Ouais, ouais, bah écoute, s'il y aurait eu un sparring, je, voilà, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Ouais, il est costaud, hein. Il est en c'est, forme, hein. euh, ouais, ouais, bah écoute, oui, il faisait là-bas, il faisait pas mal de pattes d'ours il fait ça, je pense, pour s'amuser, quoi. C'est un passionné, il aime le sport de combat et Ouais. il veut rester en forme et avoir une bonne santé. Et donc voilà, le gars, il s'entraînait et je faisais plaisir, quoi. Ok, ok. Bon. Ok. Alors, plus sérieusement, on parle souvent de la relation entre le coach et un combattant, mais quand tu rentres chez toi, donc quand je dis toi, c'est en général, hein, même les femmes, c'est avec ta femme que ça se passe en termes de communication, de confiance. Et ça peut être compliqué pour celui ou celle qui partage ta vie de supporter ce qui se passe dans l'octogone. C'est une face cachée du sport de haut niveau, entre guillemets, et il y a quelqu'un dans l'ombre en fait qui encaisse énormément en même temps que toi, si j'ose dire, émotionnellement peut-être. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cet aspect-là de ta vie de combattant professionnel? Bah oui, effectivement, moi je suis un homme marié depuis août 2021. Euh, oui, bah voilà, je suis content parce que c'est un peu cliché de dire ça, mais je pense que j'ai trouvé mon âme sœur. Voilà, on est tous les deux très amoureux et vraiment on est voilà, on aime notre vie de couple. C'est une femme qui est super sportive et qui, qui a beaucoup de respect et beaucoup de compréhension pour ce que je fais. Mais par contre, c'est vrai que oui, le côté émotionnel de ta femme, quand elle va à un combat, elle est toujours stressée, hein, que ce soit le combat contre Arcaïs Ramos ou contre tous les combats, elle a toujours été stressée. Après, entre guillemets, les combats durs, les guerres, comme j'ai pu faire au dernier fight, ça marque un peu plus. Et ça prend un peu plus de temps à absorber. Ouais, elle a mis un Ouais. petit peu de temps à absorber parce que elle était présente. Et puis, c'est une des premières personnes qui va te voir après le combat quand arrives à l'hôpital. Et bah, ta tête, quand tu arrives à l'hosto, pour tous les combattants, tous ceux qui ont combattu,
ils savent que quand tu fais des guerres comme ça, il y a la tête quand tu sors de l'octagone et la tête les 24 heures après, tu Ouais. gonfles, tu gonfles et voilà, ça fait un peu de la peine à ceux qui sont autour de toi. Après, il faut vraiment, moi entre guillemets, ça fait partie du jeu, hein. Ça fait partie du jeu hein, quand tu es combattant. On combat pas non plus tous les 4 matins. Euh, et donc, ça fait partie du jeu. Et Ouais. moi, je trouve que là où ça peut être dur aussi, on parle beaucoup des sports de combat, mais par exemple, un sport comme le rugby où il y a énormément de commotion maintenant, Ouais. parce que les gars jouent tous les week-ends. Et les mecs, ils prennent presque un KO par an tous, quoi. Moi, j'ai jamais pris de KO en 3 ans de carrière. Là, j'ai pas pris de KO encore. J'ai eu ce combat-là où j'ai pris beaucoup de coups, mais j'ai jamais eu de perte de connaissance, que ce soit à l'entraînement ou en combat. Et parce qu'on a un rythme de combat qui est quand même qui est quand même moins récurrent qu'un sport comme le rugby. Donc, il y a d'autres sports qui sont peut-être moins violents sur l'instant, mais qui donnent des séquelles au corps Long terme. à long terme et qui ont aussi un prix à payer. Et Ouais. que ce soit le football américain, le rugby, ou tu sais, même le pied-point, même la boxe anglaise marque plus, je pense, que le MMA. Donc nous, oui, on a un sport qui est extrême, qui peut beaucoup marquer, comme ça m'est arrivé à mon dernier combat, mais ça reste assez de l'ordre de l'exceptionnel quand même. Ouais. Et, et ta femme a été sportive de haut niveau également. Qu'est-ce que vous vous apportez mutuellement en termes d'inspiration quotidienne? Bah, en fait, on a un peu inversé les rôles dans le sens où ma femme, Ouais. a gagné la Ligue des Champions en futsal avec Toulouse, la Ligue des Champions féminine en 2019, et après elle a arrêté sa carrière de footballeuse et donc c'est la même année où on s'est rencontrés. Elle est devenue policière, elle est devenue maître chien dans la police et et donc moi bah j'ai pu lui apporter des choses sur l'aspect opérationnel, sur certains aspects opérationnels de la police, hein, parce que je sais pas du tout faire le métier d'un policier et j'ai aucune prétention là-dessus. Après, il y a quelques petits domaines, notamment par exemple dans l'antiterrorisme, où bah, voilà, j'ai pu lui apporter des choses. Euh, et inversement, moi j'ai vu sa mentalité de combattante Hmm. et voilà, elle est sérieuse, elle a un gros mental. Et comme moi, elle lâche rien, donc bah voilà, on s'est bien trouvé. Ouais. Et c'est plus en fait, on s'accorde sur beaucoup de choses. Et je pense que c'est surtout ça, quoi. Ouais, vous vous tirez vers le haut Il y a mutuellement. beaucoup de choses voilà, qu'on aime mutuellement, et donc on se tire vers le haut mutuellement. Et elle comprend aussi les sacrifices que je dois faire Bien en sûr. tant que combattant. Elle les comprend mieux, je pense, parce qu'elle aussi, elle a eu des camps d'entraînement, voilà, des phases de préparation aux phases finales, etc., etc. Ouais, elle Et comprend les donc, on comprend un sacrifices. peu. Ouais, exactement. Tu pouvais éventuellement prétendre à combattre pour la ceinture du Brave. Et je voulais savoir comment ça s'est pris la décision d'aller à l'UFC plutôt que de prendre la ceinture. Bah, en fait, la ceinture du Brest, c'était un objectif, hein, clairement. Et c'est pas un regret parce que, en fait, je sais pas si j'aurais pu, si on m'aurait donné ma chance. Le champion qui s'appelle Eldar Eldarov, c'est un sommité dans le monde de la communauté. Je sais pas si c'est communauté tchétchène ou en tout cas communauté russe, mais Ouais, je sais pas si c'est dagestanais ou tchétchène ou je me rappelle plus de quelle région il est, mais enfin bref du Caucase. ouais, Bon bah donc du coup il a énormément de popularité. Sa seule défaite c'était contre Khabib Nurmagomedov en début de ouais, carrière et ouais on devait s'affronter parce que j'avais pris cette place de contender numéro un contre Luan Santiago. Et comme c'est un peu le porte-vitrine du KHK, il avait son mot à dire et voilà, ça a un peu traîné. Et il y a eu cette opportunité de l'UFC. Donc, voilà, l'UFC, ça restait quand même le gros objectif à moyen terme.
Ouais. Voilà, le Brave m'a donné ma chance. Moi, je suis très reconnaissant envers le Brave parce que le Brave, ça a été ma découverte du haut niveau, entre guillemets, du très haut niveau avec des stars, avec le fait de venir une semaine avant, le fait d'avoir du monde, des journalistes, le fait d'avoir du public. Ce qui a fait que même si quand je suis arrivé à l'UFC, c'était x3, x4, j'étais pas dépaysagé par l'ampleur de l'événement parce Ouais. que T'avais mis un pied notamment le dedans déjà. Brave, j'ai fait le main event au Bahreïn. Celui-là il a été vachement, il y a eu une réelle promotion de ce Ouais. Brave-là parce que c'était un événement au Bahreïn et parce que le prince du Bahreïn regarde cet événement. Et donc, c'était une fierté de combattre là-bas. Franchement, l'ambiance, elle avait été incroyable. Là, tu combattais, c'était Fort Bragg, ça s'appelle. C'était un espèce de vieux fortin, là. Et tu faisais ton entrée, tu sortais du fort, là, et tu rentrais, tu rentrais dans la cage. Franchement, la mise en scène Ouais, elle c'est était stylé. assez épique. Et j'avais pris beaucoup de plaisir. J'avais pris beaucoup de plaisir sur ce combat-là. Et donc, non, je les remercie parce qu'ils m'ont donné énormément d'expérience via ça. Et puis après, je pense que quand l'UFC t'appelle, je pense, il y a peu de combattants qui ont les moyens ou qui ont des intérêts à vouloir le négocier, à vouloir le refuser, quoi. Ouais, Et ok. moi, de toute manière, comme tu dis, hein, j'avais une ascension. J'ai toujours voulu me frotter. Moi, ma passion, c'est de faire entre guillemets, des guerres. C'est-à-dire, moi, je veux prouver que je suis le meilleur mondial. Et donc, pour faire ça, il faut battre les meilleurs. Donc, mon premier combat à l'UFC, on m'a donné tout de suite l'opportunité de combattre un top 15 mondial. Certes, c'était pas ma catégorie de poids. Donc, je savais que ça allait être dur. Mais voilà, c'est une fierté de faire des combats comme ça parce que le mec est dur en face, tu tapes, c'est de la pierre. Ça tape dur, tu mets au sol, il y a de la résistance. Tu commences les deux respirent fort, tu vois, quand Ouais, ils cèdent pas, c'est tactique. C'est vraiment des combats ça te donne énormément d'expérience et puis ça te donne beaucoup de fierté personnelle, même ouais, si, je vois. euh, même si il y a un prix à payer, mais c'est beaucoup de fierté, ouais. Ok. Donc, voilà, on avait fini de parler du Brave, on avait fini de parler de l'éventuelle ceinture du Brave et de ta Ouais, passation à l'UFC. ouais. Euh, on a perdu l'image, je suis honteux. Et on va continuer à parler. Et cette fois, je voudrais revenir sur ton dernier combat contre Eliseo dos Santos en octobre Ouais, 2021. ouais. Voilà, c'est un combat qui a été très disputé. Tu as fait preuve de beaucoup de courage, beaucoup de cœur. Tu as été vraiment inspirant malgré cette défaite. Ton adversaire avait beaucoup d'expérience. Il était à l'UFC depuis 2015. Il avait battu Vendramini, Strickland. Il avait ensuite perdu contre Li Jingliang, qui lui était au port du top 10. Donc ça situe grossièrement son niveau dans la KT. T'étais dans quel état d'esprit en sachant tout ça, sans vraiment t'être testé au top niveau de l'UFC, plus un délai aussi court? En fait, oui, c'est ça. C'était un mec qui était sur 7 victoires de suite. Il parlait de lui comme un potentiel title contender. Il avait KOT par exemple Strickland que Kamaru avait battu à la décision. Donc il a réussi à finir un mec que le champion avait pas réussi à finir. Donc ouais, c'est un bon puncher. C'est un super puncher. Il tape fort. Donc je le sais maintenant d'expérience. Bon, on le voyait aussi à la vidéo. Hein. On voyait que c'était un mec qui tapait fort, qui avait des bons contres. Et on savait que ça allait être difficile, hein, que c'était un combat difficile. Quand on te donne un ticket d'entrée pour l'UFC, j'ai envie de te dire, tu refuses rarement, quoi, parce que c'est quelque chose pour lequel tu t'es longtemps battu. Ouais, Et j'avais battu, voilà, j'ai fait un bond du 115e ou 120e mondial avec une victoire sur Luan 2 combats précédemment à prendre le 12e mondial. Donc effectivement, c'était un gros bond. On savait que ça allait être un combat dur. ouais, Le premier round s'est bien passé et après je me suis un petit peu emballé au deuxième. J'ai été un petit peu trop généreux au ouais. deuxième. J'ai trop accéléré en anglais. Je me suis fait contrer. J'avais pas l'expérience en fait des combats. Quand j'avais l'habitude de rouler sur la concurrence, donc quand je me suis retrouvé face à un mec
qui avait vraiment un répondant de haut niveau, comme il a pu l'avoir, et ben j'ai été un peu, ça m'a piqué, dans mon ego. Et d'ailleurs, on voit dans le combat, dans le deuxième round, quand je me fais toucher, j'y retourne tout de suite et je me refais toucher. Et c'est là qu'il accélère après parce qu'il me touche 2 fois de suite durement, au lieu de me poser comme j'avais fait peut-être un peu plus au premier round. Ouais. Et donc, bon, bah, pas beaucoup d'expérience, énormément d'expérience de gagner grâce à ce combat. Et après, par contre, oui, effectivement, ça a été une grosse guerre et j'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment au deuxième round, qui m'ont coûté de 2-1 la victoire. Parce que en fait le deuxième round était trop décisif en sa faveur bon, au final je me suis rendu compte que en fait le premier et le troisième round étaient serrés mais ils l'ont donné en sa faveur. Ouais. Et ou je sais pas, peut-être le premier ils me l'ont donné, bref ça a fait 29-26 ou 29-27, je sais plus, et donc je perds le combat comme ça. Et voilà, donc beaucoup d'expérience. Après, par contre, la seule fierté que j'ai, et celle-là, elle est forte, c'est je savais que c'était pas ma caté et j'ai fait ce combat en faisant 80 kilos le jour du fight, qui est mon poids de forme. Et donc ça, c'est une fierté quand même parce que les mecs, je me suis aperçu qu'à très haut niveau à l'UFC, les mecs tous, ils font tous moins 10 plus 8 quoi. Ils font tous au moins 8 kilos de plus que lors de la pesée. Surtout dans les KT, plus tu montes en poids, plus il y a des gros rebonds. Avec par exemple un mec comme Paulo Costa qui rebondit de 13 kilos. Donc ouais, plus tu montes, plus il y a des gros rebonds. Et donc dans ces KT là, les 77, c'est des mecs qui rebondissent autour de 10 kilos. On voit Ousmane qui combat pas loin de 90, 89, 90 kilos. Donc ouais, c'est des très beaux bébés. Et donc ouais, une fierté d'avoir fait quand même quand même le taf entre guillemets, d'avoir donné quand même un combat aux spectateurs malgré la différence de poids. D'accord. Et l'arbitre a fait polémique. Bon, on a dû t'en parler 100 fois déjà. Il a été immédiatement démis de ses fonctions donc pour le reste de la soirée. Pourtant, toi, on t'a vu aller chercher du takedown, des échanges. Alors tout à l'heure, tu parlais d'ego, mais t'en voulais encore après l'orage. T'en as pensé quoi finalement de sa prestation? Qu'est-ce que t'as pensé de sa prestation? Et est-ce que tu comprends qu'une partie des spectateurs ne comprennent pas la décision, soit du corner d'arrêter, soit la décision de l'arbitre d'arrêter? Non, en fait, moi, l'arbitre, le seul truc qui m'a gêné, et je pense que c'est ça aussi qui a joué en sa défaveur, c'est que déjà, il a pas fait son travail au niveau des coups illégaux. C'est-à-dire que normalement, les arbitres doivent encourager les fighters à prendre leur temps pour récupérer. Et lui, en fait, il m'a renvoyé au charbon tout de suite. Et il comprenait pas aussi ce que je lui disais quand je lui ai dit que je pouvais pas voir et qu'il m'a invité à reprendre le combat. Ça, forcément, les commentateurs, ça les a un petit peu offusqués. Donc après, ça a été aussi une erreur de communication à ce niveau-là, peut-être parce que j'ai dit I can't see. Peut-être qu'avec mon accent français, il a rien compris. Après, dans tous les cas, tu dois encourager l'athlète normalement à prendre plus de temps que nécessaire. C'est-à-dire qu'on a repris le combat au bout de 30 secondes. Tu peux normalement au moins lui donner 1 minute, le pousser à lui dire bon, take your time. Et son côté non émotif russe à faire repartir l'action le plus rapidement possible. Ce qui est aussi un style d'arbitrage. Hein. C'est un style d'arbitrage qui encourage à l'action et qui rend le combat spectaculaire. Donc c'est un truc qui peut être agréable au public aussi. Hein. Parce que du coup, il n'y a pas eu vraiment de temps d'arrêt dans le combat. Hein. Ça aurait pu durer longtemps, le coup au parti. J'aurais pu récupérer 40 secondes de plus pour le coup de parti et le coup à l'œil. Ça aurait peut-être créé des temps de latence dans le combat. Au final, il n'y en a pas eu. Donc ça joue aussi, quoi. Ça joue aussi. Je comprends. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai que la nationalité de l'arbitre et ses influences, sa culture, ça peut vachement faire changer le. Ouais, on le voit souvent ça au M1. C'est Michael qui m'en parlait, Michael Lebou qui me disait qu'au M1, il avait rencontré beaucoup d'arbitres qui poussaient un peu au spectacle, c'est-à-dire qui allaient faire reprendre rapidement les actions après les combats, et qui allaient donner le moins de temps mort possible quoi aux combattants pour avoir le
pour tirer vraiment tout le jus du combat, quoi. Ouais, C'est un style d'arbitrage un peu brutal, ouais. Mais, ouais, je comprends. qui peut plaire, qui peut plaire. Alors, tu as dit, on se voit bientôt en 155. Là, ça y est, hein, on y est. T'es prêt sur ton prochain combat en léger, programmé pour le 4 juin sur la carte Volkov-Rosenstruck. Pourtant, ton adversaire fait aussi une descente de catégorie, donc il y a encore un piège avec le poids, on sait jamais. Potentiellement, il peut être un peu plus lourd, non? Non, non, pas vraiment, parce Pas que vraiment. non, parce que là, moi, je vais faire un vrai cutting. C'est-à-dire que oui, il peut faire 1 kg ou 1,5 kg de plus, mais ça n'aura rien à voir avec la différence de poids qu'il y avait avec Élisée. Ouais, C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une KT d'écart. Il peut y avoir un quart de KT d'écart, ou il peut y avoir 1 kg d'écart, mais tu peux aller dans les deux sens, hein, parce que si je rebondis bien, que je suis à 80 kg et que lui, il est à 79, là, ça peut aller dans les deux sens. Hein. Donc, Ouais. et après, lui, il a déjà combattu en 70. Ouais, je sais. Moi, j'ai combattu plusieurs fois à 74. Ouais, Donc tous les deux, on avait déjà eu des descentes de points un peu plus importantes que 77. Je pense même que ça va être plus dur pour lui de descendre que pour moi. Parce que ouais, il fait 1m85, hein, donc on voit les mecs qui font 1m85 en 70 kg, ils sont pas énormes. Et en termes de poids, ils sont rarement très épais. Et donc, je suis pas sûr que je pense que lui, il pense que ça va lui servir. Mais je suis pas sûr que ça va lui servir ouais. plus que ça. Et donc non, moi je suis content. Je vais dans la catégorie que j'avais annoncée pour l'UFC. Et voilà, maintenant à moi de faire le travail dans la cage Ouais, ouais, puis comme tu dis, là, m'imposer. t'as eu le temps de préparer tout ça, tranquillement, Ouais, j'ai eu le cette temps de me fois. préparer, de récupérer. J'ai eu quelques refus, donc les 2-3 changements d'adversaire pour Ouais. finalement tomber sur cet Allemand. Tu peux donner des noms? Euh, le dernier en date, c'était, je devais prendre un Mexicain qui avait gagné le TUF, qui était à Ok, 12-0. d'accord. Et je devais combattre en mai, et il m'a refusé. Donc, du coup, lui n'a pas combattu. Et moi, ça m'a décalé d'une ou deux semaines. Mais comme c'est lui qui a refusé, ça n'a pas décalé mon combat. Enfin, ça m'a décalé une semaine ou deux, mais lui, il n'est pas prêt. Généralement, quand tu refuses à l'UFC, ça te repose de 3-4 mois hein, avant que tu puisses se recombattre. Et Ouais, je ça, vois. c'est bien parce que c'est fair play. C'est fair play, ça empêche de trop refuser, quoi. Ouais, je comprends. Ouais, ouais, c'est normal. Ça encourage aussi à accepter des défis, je pense. Exactement, Ouais. exactement. Je me rappelle Euh, plus de son nom, je peux te trouver ça si tu veux, ouais, mais je regarderai, je pense que je vais trouver, là. Tu m'as donné des infos, là. faut Mexicain que je regarde. 12-0. C'est un Je vais jeune, regarder. un très jeune qui a gagné le D'accord. TUF récemment. Ok. Euh, et qui est à 12-0. Voilà. Je me D'accord. rappelle plus comment il Bon, je s'appelle. regarderai ça. Euh, Dis-moi tout ce que tu peux me dire sur ce futur combat contre Niklas Stolze, ton ressenti, tes craintes, tes certitudes, voilà, là où t'en es. Je suis content. C'est un adversaire de l'UFC, donc c'est un mec solide avec un palmarès solide et voilà. Mais je pense que c'est un bon combat pour moi. À moi de faire mon travail et de montrer ce que je sais faire et de faire mon combat et puis voilà que le meilleur gagne. Hein. Ouais, C'est la loi du sport et non tout ce que je peux dire c'est que c'est pas Eliseo dos Santos, ça c'est sûr. Mais ça reste, on sous-estime personne, ça reste un combattant de l'UFC, donc le mec lui va tout donner. C'est un mec qui est prêt, qui a de l'expérience, qui a un peu plus d'expérience que moi, qui présente beaucoup moins de danger que Élisée pouvait en présenter, mais ouais, qui reste. Élisée, c'est quand même un mec qui a 18 KO, je crois, sur ouais, 23 ouais, victoires. Donc lui, il a pas du tout ce ratio-là. Hein. Donc c'est pas un mec, je veux dire, c'est pas un gros puncher ou un un grappleur à la Demian Maia, mais c'est un combattant qui est complet, qui est rude et qui est complet. Donc voilà, maintenant plus qu'à faire le travail. ouais. Est-ce que pour ce combat avec Daniel Warin, il y a eu des ajustements ou une prépa sur quelque chose en particulier ou au contraire, on est sur nos appuis, on sait ce qu'on a à faire et on continue comme c'est? On a continué à accentuer les points forts et surtout ce combat, il a apporté énormément d'expérience parce qu'on a pu voir où je pouvais pêcher en combat. Et comme avant,
je vais pas dire que on va dire que j'avais plutôt dominé mes combats. C'était un peu plus dur de voir là où il y avait des gros déchets. Là, on a vu des gros déchets dans certaines zones de travail, notamment sur les appuis, sur le fait de se jeter, etc. Chose que j'avais déjà pu faire auparavant, sauf que quand tu gagnes, c'est toujours, t'as toujours tendance à pas vouloir tu vas pas le travailler de la même manière que quand c'est la cause de ta défaite, bah ça te remet plus en question que quand tu as gagné. Et puis là, il y a eu beaucoup d'échanges. Non, on a travaillé sur beaucoup de choses. Ouais. Il y a eu beaucoup de travail. Et voilà, maintenant, hâte de pouvoir le mettre en pratique. Ouais, t'es pressé là. Alors, concernant la suite, en cas de belle victoire contre Stolze, imaginons un fantasy fight, pardon. Je te propose Paddy Pimblett à UFC London, Terence McKinney en main card d'un pay-per-view à Las Vegas, Mark Madsen à l'UFC Paris, ou Jim Miller comme combat pour clôturer sa carrière. Tu préférais prendre qui des quatre et pourquoi? Eh ben, là, il y a trois noms qui m'intéressent vraiment. Le premier, j'ai envie de dire, c'est Mark Madsen parce que je pense que c'est le mieux classé des quatre que tu m'as cités. Et je pense que c'est un super combat pour moi. Ouais, après, il y a Jim Miller qui est une légende du MMA en lightweight et qui est aussi qui serait aussi un combat incroyable. Ouais. Et après, Paddy Pimblett, bien sûr, voler sa hype et surtout recombattre 3 semaines après avoir combattu, si jamais ça se passe bien, ça serait incroyable. Et moi, c'est un truc que je kiffe et j'aime être actif. Donc, ça me ferait grave plaisir de pouvoir recombattre 2 fois de suite. Et le dernier nom, je me rappelle plus que tu m'avais donné. Terence McKinney. Et Terence McKinney, oui, c'est aussi un bon combat. Ça peut être un super combat. Mais à voir si lui ou Madsen, lequel des deux est le mieux classé, parce que là, moi, je suis là pour, je suis là pour le classement et je suis là pour. Mais je pense que je bosse Madsen, dur pour pouvoir taper les mecs durs, quoi. Disons que je pensais à Madsen parce que, imaginons un UFC Paris, lui, il est danois, tu vois, ça pourrait faire un truc sympa, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Madsen, moi, tu sais, j'aimerais vraiment le prendre parce que je pense que stylistiquement parlant, je peux vraiment lui poser des gros problèmes. Et donc non, ça serait un super combat. Malheureusement, je sais pas s'il accepterait. T'as vu que parce que stylistiquement, c'est vraiment compliqué pour lui. Parce que ce qu'il aime pas, c'est des mecs qui ont beaucoup de cœur, bagarreurs et qui sont forts dans beaucoup de domaines. Ça, c'est un peu c'est ce qu'il a un peu en horreur. Il aime bien les mecs qui ont une faiblesse dans un domaine en particulier, quoi. Ouais, il appuie. Il appuie bien dessus, ouais. Après, t'as vu, son dernier combat, c'était intéressant parce qu'il a sorti un peu de pied-point. Et c'était cool. Et j'ai l'impression qu'il a commencé à lutter dans sa zone de confort, que vraiment quand il s'est tordu la cheville ou un truc comme ça en fin de deuxième round. Je sais pas si t'as observé un peu la phase. Oui, mais j'ai vu le combat, mais bon, après, il faut savoir qu'il affrontait pas un striker. Hein. Le mec qu'il affrontait en face, c'est un grappleur. C'est-à-dire que d'habitude, le mec en face, il a une moins bonne lutte, mais d'habitude, c'est lui qui amène la lutte. Il a un super sol, par contre. D'ailleurs, Madsen n'a pas fait grand-chose au sol sur lui. Hein. Même, il a pas quasiment mis au 0 frappe en ground and pound, mais il a réussi à le contrôler un peu, surtout au troisième round. Juste l'autre, c'était un vieux roublard qui a un peu plus d'expérience, un peu à la Jim Miller en fait. C'était un peu un profil à la Jim Miller. C'est-à-dire un mec qui a un super sol avec une lutte qui est bonne et un bon pied-point. Et sauf que c'était un profil qui était pas trop mal pour Madsen parce que le point fort du mec, ça restait quand même le sol. Et ce mec-là aime quand même mettre des takedowns, le mec qui était en face. Donc là, du coup, le gars a essayé de faire une stratégie pied-point. Mais il n'était pas non plus beaucoup au-dessus de Madsen, il était un peu au-dessus en pied-point. Mais la menace de la lutte de Madsen a fait que ça rééquilibrait le pied-point et du coup, c'était un bon combat. C'était un beau combat, j'ai bien aimé. Ouais, j'ai bien aimé aussi. Beaucoup de gens ont dit que c'était un peu ennuyeux, mais moi je trouvais ça cool. C'était un peu complet, c'était un combat complet. C'est pour ça que c'était tactique, mais c'était complet. Oui, parce qu'en fait, les deux n'étaient pas des punchers. Et c'était deux mecs qui jouent sur leur cardio.
En fait, il y en a un qui était plus cardio que l'autre, mais qui se faisait casser son rythme par un Madsen qui mettait des takedowns et qui ralentissait le jeu régulièrement. Et aucun des deux n'avait vraiment du punch. Donc il n'y a pas eu de gros moments de panique ou de grosse domination de l'un ou de l'autre. Donc c'était un combat vachement tactique, quoi. Ouais. Alors dis-moi, est-ce que tu as un objectif dans un coin de ta tête par rapport à cette UFC Paris? En fonction de la date, bien évidemment, c'est l'UFC Paris. Oui, tes combattants français, tu veux faire partie de l'aventure du premier UFC Paris. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est sûr et C'est certain. 3 septembre, hein? 3 septembre. C'est ce qui a l'air ça a l'air Est-ce que, plus ou moins officiel. c'est vrai que ça se retarde un peu, mais oui, 3 septembre, c'est très bien. C'est très bien. Ouais. Franchement, ça collerait, hein. Ça collerait grave, hein. 3 mois à peu près, c'est top. Ah au niveau du temps, c'est largement assez, mais moi j'aurais bien aimé un peu avant ou un peu après, parce que normalement il y a 2 semaines un peu particulières pour moi. Enfin, en fait, moi je devais me marier, je dois faire mon mariage religieux fin août, Ouais. et donc ça le faisait, je serais un peu dégoûté de faire du cétogène la semaine du mariage, quoi. Ouais, je comprends. Mais bon, écoute, si ça arrive, on verra comment on fait, mais je me vois mal refuser et voilà, je pense que les gens de la famille comprendraient hein, si je repousse le mariage d'un mois ou de 2 semaines. Ouais, parce que ça on demande verra. quand même pas mal de concentration, Bien sûr, d'investissement. ça serait C'est pas possible d'être sur le exactement. terrain. Non, Je vois. clairement non. Ok. Tu représentes également la Bulgarian Top Team. Qu'est-ce que ça t'a Ouais. apporté dans ta carrière? Le fait on s'entend très bien avec Guillaume, c'est un manager de qualité avec qui j'ai toujours eu des bonnes discussions, avec qui on a vu à peu près le même plan de carrière dès le départ, qui m'a pas menti, qui m'a pas fait de fausses promesses. Donc ça j'apprécie et voilà, donc on travaille ensemble depuis le départ avec lui et Daniel conjointement et donc ça a porté ses fruits, quoi. Ouais. Et il est en grande partie il a été en grande partie à l'œuvre pour faire évoluer ma carrière. À chaque fois, on ne m'en dit que du bien. Et c'est vrai que... Oui, c'est un mec qui est franc, mais mais bon, c'est un métier qui demande tu peux pas, c'est un métier où tu peux pas être ami avec tout le monde de toute manière parce que c'est un métier qui est compliqué. Mais c'est un métier où je pense que si tu fais du bon travail, tu seras récompensé et tu auras la confiance et le respect des gens avec qui tu travailles. Ouais, carrément. Alors, écoute, on va passer un petit moment détente et je vais pas te retenir trop longtemps parce qu'il est, il est déjà un petit peu tard. Voilà, il y a quelques petites questions, hors MMA, tranquille. Déjà, Ouais. est-ce que tu as une anecdote sympa à me partager? Eh ben, j'ai été vachement surpris. Bon, c'est une anecdote rigolote, hein, mais j'ai été vachement surpris par la voix d'Anderson Silva. Parce que j'ai entendu régulièrement Daniel, il est en WhatsApp avec Anderson parce qu'ils s'entendent bien. Et il a une voix, vachement aiguë. Sauf que quand tu regardes le personnage, je m'y attendais pas du tout, tu vois. D'accord. Et tu sais, en plus, c'est une langue qui débite, un peu suave, tu sais, le Je portugais. vois. Et donc, ouais, j'étais sur le cul, quoi, quand j'ai entendu Anderson Silva parler. Ouais, j'avoue. Souvent, ça fait ça, tu sais, le corps va pas forcément soit avec la tête, soit avec la voix. Et c'est vrai Ouais, que c'est drôle. exactement. Là, ça allait pas avec, donc j'étais surpris, quoi. Ça tue. Et quel est ton morceau ou ton artiste musical du moment? En ce moment, j'en ai deux opposés. En ce moment, il y a Rammstein et Disease que j'aime bien écouter. Digiz? Disease, je sais pas si tu connais. Genre Digiz, le rappeur? Ouais, Disease, le rappeur. Ouais, Ah ouais, il est cool, ouais. Ouais, il sort de ouais. Rammstein cool. et Disease, donc deux Rammstein, opposés. je sais Ouais, aussi. Ouais, c'est Ouais, stylé. franchement, je kiffe. Ils ont sorti un nouvel album là. Enfin, Ouais, des nouveaux sons récemment là. En plus, comme je parle allemand, je comprends les paroles, donc c'est d'autant plus cool. ouais, c'est bon ça. Moi, à une époque, j'écoutais les sons de Rammstein. D'ailleurs, dédicace à mon pote Enzo. C'est Duri Shogut, un truc comme ça.
Et Ouais, en Joris live, Logo, ouais. quand il est Ah joué en ouais. live avec les pétards, les fumis et Ah tout, oui, c'est le bordel, ah ouais, c'est incroyable. incroyable. Ah C'est non, cette Live musique, House Berlin, pour ceux le qui... clip était incroyable aussi. Ouais, Et avec les loups et tout. bah moi, mon premier petite anecdote, mais mon tout premier combat pro, on n'entend pas parce qu'il n'y avait pas de son dans la vidéo, mais Ouais, mon tout premier combat pro en Suisse, je suis rentré sur Feuerfrei de Rammstein. ok, bah je la connais pas celle-là. Tu vois, je connais pas trop, j'en connais quelques-unes. Ok, stylé. Tu vas nous mettre, tu vas pas nous mettre du Rammstein le prochain? Non, bah non, là, j'ai trouvé le petit mix là sur lequel là c'est un mix de Les Commandos et NTM Sensei Ah qui a ouais, été mixé par un copain et par le fils de Daniel en fait qui travaille dans la musique ok, et Alex que je remercie qui m'a fait ce son et donc j'ai fait mon entrée depuis mon entrée contre Luan Santiago, j'utilise cette musique. On avait ok. créé ma musique, on s'est dit il te faut ta musique. Daniel me disait putain Anderson Silva, Lyoto et Dan Anderson, ils ont leur musique, faut que tu aies ta musique. On va te faire un truc. Et donc, du coup, on a fait un truc avec son fils Alex, parce que c'est un mixeur. Et moi, j'aimais bien Les Commandos, qui était un chant que j'ai chanté pendant ma formation régulièrement à Bayonne. Et puis, Ouais, bien j'aimais sûr. bien, je kiffe NTM avec Sandy Style. Et donc, du coup, bah, on a mixé les deux. C'est sur ça là que je suis rentré à l'UFC. C'est cool. Tu es donc très éclectique en matière musicale. C'est cool. Et ta série et ton film du moment? Hum, série, c'est une vieille série. Ça s'appelle c'est Les Sopranos. Ouais, ouais, je connais. Les Sopranos. Et film, tu m'as dit? Ouais. Et film, j'ai pas trouvé dégueulasse le dernier Batman. Même si je l'ai trouvé beaucoup moins bon que les autres Batman Je crois que c'était Nolan qui avait fait les Ouais, autres. ouais, Voilà. Nolan. Donc bon bah rien à voir, un autre style, mais j'ai bien aimé le côté dark quand même qui est de l'univers quoi. Donc j'ai pas mal aimé le dernier Batman. D'ailleurs je crois que c'est le seul film de super-héros que je kiffe. Peut-être parce Ouais. que c'en est pas un d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. D'accord. Et ton livre de chevet, tu m'as dit tout à l'heure que tu lisais pas mal, non? Je lisais pas mal. Ouais, je lis de temps en temps. Là, le dernier livre que j'ai lu, c'est c'est un livre de Wim Hof. C'est le gars là qui a créé sa méthode, là, la méthode Wim Hof, sur je sais plus si c'est dans les glaces ou l'homme des glaces. L'homme D'accord. des glaces sur bah il raconte un peu, c'est une sorte d'autobiographie ou qui mêle autobiographie et puis méthode où il explique sa méthode tu sais pour tenir dans le froid là psychologique et Ah ouais, ok. comment l'appliquer avec les douches froides là. C'est la Ah ouais. fameuse méthode là de tu sais où tu prends une douche froide par jour pendant pendant quelques semaines et au fur et à mesure tu augmentes le temps de l'eau froide et puis après tu t'habitues à ça Ouais, c'est et incroyable. ouais, c'est pas mal, Tu c'est veux le la faire? méthode Wim Hof ça s'appelle. Bah je l'ai fait hein, je l'ai suivi pendant un mois et je continue en faisant de la cryothérapie aussi et ça marche bien, j'aime bien pour récupérer, je trouve ça bien. D'accord. Pour l'afflux sanguin et tout? Ouais, pour l'afflux sanguin et puis ça te donne un coup de gouache, tu te sens mieux, Ah c'est ouais. pas mal. Ok. Ouais. D'accord. C'est cool. Tu te vois où dans 10 ans? Bah dans 10 ans je sais pas, mais si j'ai toujours l'envie de combattre et que je suis toujours combattant, j'espère, bah, comme tout combattant, hein, tu souhaites le meilleur, donc avec une ceinture autour de la taille et puis, euh, et puis défendre ses terres conquises, quoi. Ouais. Si jamais, voilà, si j'arrive à aller jusque-là, on verra, on va essayer d'aller le plus loin possible et puis on Ouais. verra où ça nous amène. Ouais. Ok. Ah, c'est une belle vision du futur. C'est cool. Mhm. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant les dédicaces? Non, bah, je te remercie je te remercie pour l'interview et voilà, bah, je remercie tout ton public de me suivre et voilà, d'être derrière les fighters. Ouais, bah c'est cool. Avec plaisir. Ben, je pense que ouais, je pense qu'ils vont être bien derrière toi. On va être tous derrière toi, vraiment. Est-ce que tu as des dédicaces?
Bah, je remercie ma femme, ma famille et mes sponsors, ainsi que mes sparring partners, amis et coachs qui permettent à cette aventure d'être vécue au jour le jour et qui me permettent de performer dans la cage. Voilà, voilà. Ouais, dédicace à tous. Bon, quant à moi, je me dépêche. D'habitude, je fais des dédicaces de 10 km. Là, je vais essayer d'être rapide. Dédicace à Madame Saint-Denis. Dédicace à Monsieur Daniel Warin. Dédicace aussi à ma femme, Madame MMA Club. Dédicace à tous ceux qui nous écoutent. À la BTT, Guillaume Pelletier, JB Shelby. Dédicace à Ruskov Domingos, Alex Tekenya de la BTT qui combattent ce mois-ci. Force. Et enfin, dédicace à toi, Benoît Saint-Denis. Merci infiniment d'être venu dans MMA Club. Même si je t'ai fait une interview de la honte coupée. J'ai coupé la vidéo en plein milieu et vraiment, Yes, pas de je suis soucis, honteux. Nico. On a Ouais, quand je te même réussi remercie. à finir. Ouais, mais c'est cool. C'était vraiment cool de te recevoir. Merci beaucoup. Il est Merci à toi. 23h05 et vraiment t'as assuré. Voilà, MMA Club c'est terminé. On se donne rendez-vous très bientôt. Si vous avez kiffé, partagez, lâchez les commentaires pour le God of War. Soutenez-le à fond. Quant à moi, une fois de plus, je sais que vous adorez ça. Je vous fais des gros bisous.